On va poursuivre cet après-midi avec eh bien, une nouvelle intervention. Vous pouvez les applaudir à nouveau. Alors, j'ai le plaisir d'appeler Nicolas Nguyen Van Dong, responsable recherche et innovation à l'Adria, pour eh bien, son intervention sur la technologie LAMP, une méthode sur mesure pour détecter rapidement les germes indésirables. Bienvenue. Nicolas, je vous laisse prendre place. Vous êtes responsable recherche innovation à l'Adria. Votre rôle, eh bien, c'est d'accompagner les équipes qui sont eh bien, au service des industriels de l'agroalimentaire pour développer eh bien, des méthodes ou des approches inédites, en tout cas qui ne sont pas dans l'offre du catalogue classiquement, soit directement, soit par l'intermédiaire de projets de recherche collaboratifs. Vous-même, vous êtes microbiologiste, ingénieur qualité et sécurité des aliments. Vous êtes un spécialiste des levures et moisissures. Vous avez fait votre thèse notamment dans le domaine. Et puis un mot sur l'Adria, basé à Quimper, qui accompagne maintenant depuis plus de 50 ans les industriels de l'agroalimentaire dans la maîtrise de la qualité et de la sécurité des aliments. Alors cette intervention, elle est basée sur voilà, un cas très concret, on va dire une success story, et tout est parti en fait d'une contamination par des levures qui s'avéraient récurrentes. C'est cela ? Oui, c'est ça. En fait, je suis venu vous raconter une histoire qui finit bien, pour une fois. C'est un cas d'étude pour illustrer qu'il peut aussi exister des méthodes pour les micro-organismes qui sont en dehors du scope des méthodes qui sont classiquement utilisées. Et ce qui a été présenté par mes confrères juste avant est très pertinent pour l'Histeria monocytogenes, mais en fait, il se trouve qu'il y a une grande diversité de micro-organismes aussi dans les usines qui sont pas adressés, qui peuvent aussi causer du dégât, pas forcément du pathogène, mais surtout des problématiques d'altération. Exactement. C'est vrai qu'on est dans le thème de la crise aujourd'hui, mais la crise, voilà, elle est aussi provoquée par des fleurs d'altération compte tenu voilà, des effets économiques suscités. Ouais, et puis en plus, la particularité des crises d'altération, c'est qu'on n'en parle pas. L'industriel souvent garde ça pour lui, essaie de le gérer comme il le peut, et c'est surtout des impacts économiques, mais qui peuvent être aussi très graves en fait pour les entreprises en fonction de leur taille et puis des dégâts que ça peut causer, et puis en termes d'image de marque aussi, ça peut être très important. Exactement, Nicolas. Alors parlons du produit, du process concerné. Voilà. Alors en fait, donc pour établir un petit peu le tableau de l'histoire, donc là vous avez une image artificielle du produit, parce que je vais bien sûr pas vous montrer le produit, la marque du produit qui a été concerné. Par contre, c'est très proche. Donc en fait, il s'agit d'un produit tartinable à base de produits végétaux qui contient de l'huile. La particularité, c'est que c'est très acide. C'est un produit acide, donc qui naturellement ne permet pas la croissance des micro-organismes et aussi des levures. Donc c'est un produit qui est conservé au froid et qui est conditionné dans un emballage, dans un bocal en fait plutôt vert, et qui a une durée de vie assez longue par rapport à sa formulation, qui peut être assez étonnant, mais son pH normalement est censé maîtriser. Donc la problématique, c'est que donc c'est une recette historique qui ne pose absolument pas de problème à l'industriel depuis des années, et depuis un changement de fournisseur, il y a une altération systématique qui se produit. C'est un gonflement, c'est une production de petites bulles en fait dans le produit, et qui se produit bien sûr avant la fin de la durée de vie. Une situation assez compliquée parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est en dents de scie. Il n'y a pas vraiment de raison apparente. Et puis, une non-efficacité des mesures de maîtrise qui sont tentées en fait par l'industriel. Donc, un espèce de cul-de-sac en fait au niveau de la résolution de cette problématique. Alors, bien sûr, il y a plein de sources de contamination possibles, hein, on les a évoquées tout à l'heure, les matières premières, les opérateurs, les surfaces. Il y a une grande diversité de candidats possibles en fait pour cette
sources de contamination. Donc la stratégie qui a été développée à l'Adria, c'est de commencer par un diagnostic, en fait, ce qu'on appelle diagnostic 360, ça veut dire qu'on va oublier aucune source possible, et puis on va faire en fait un état des lieux de la situation, et la pièce du puzzle en fait qui est apportée par cette première étape, c'est vraiment une connaissance de cette problématique, une connaissance exhaustive, on va dire, pour ne surtout rien oublier. Et donc l'étape suivante qui a été mise en œuvre, c'est assez intuitivement, on s'est dit on va faire des analyses sur le produit. Donc pour ceux qui font des analyses levure-moisissure, vous savez, selon la méthode ISO, vous avez juste un nombre de levures et de moisissures, mais vous n'avez pas une identification avec cette méthode-là. Donc ce qui a été fait au cours de cette phase d'analyse, c'est de tester des matières premières, beaucoup de matières premières qui entraient en compte dans la formulation. Et donc j'ai mis pour illustration les résultats qui ont été obtenus. En fait, ici on est en échelle normale, donc c'est des levures dans les différentes catégories d'ingrédients. En fait, on n'a pas tellement de lien entre la présence des levures et puis l'occurrence de l'altération, parce que là on parle de levures générales, et les matières, notamment végétales, sont naturellement contaminées par des levures, donc il n'y a rien de surprenant là-dedans. Par contre, on a commencé à sentir un peu que dans tout ce qui était bulbe, il y avait potentiellement une contamination un petit peu plus forte de levures. Donc en fait, il s'est avéré que cette méthode de dénombrement de levures finalement apporte une information, mais pas suffisante pour aller plus loin, parce que on a juste une quantité de levures. Donc l'étape suivante, c'est vraiment d'identifier le contaminant qui est responsable de cette altération. Et donc on a fait une identification à partir de colonies qui sont retrouvées sur les boîtes de pétri, identification de la région ITS qui est préconisée pour les contaminants levuriens et fongiques d'une façon générale, plutôt que le CSS, qui est plutôt pour les bactéries. Et puis on a identifié donc une levure assez particulière qui s'appelle Kazakhstania barnetti, qui est capable donc comme par hasard de se développer à pH assez bas, qui est résistante aux acides organiques et notamment à l'acide acétique, qui est capable de pousser à 4 degrés. Donc si vous vous souvenez un petit peu le produit et le stockage que j'étais présenté tout à l'heure, voilà, on commence à cocher des cases par rapport à la problématique qui a été trouvée, et aussi les sources de contamination qu'on retrouve dans la littérature, des condiments, des produits végétaux, des huiles. Donc c'était, en fait, on a mis un nom sur notre contaminant responsable. Et pour donner un exemple de ce que ça peut faire aussi, donc ça c'est pas chez nous, mais c'est dans une publication qui a trouvé une levure qui est assez proche, qui est du même genre, pas de la même espèce. Donc c'est une forte productrice de gaz, de CO2. Quand elle pousse, donc ça c'est une pizza, c'était une pizza qui a été un peu déformée, on va dire, par la présence de cette levure. Donc tout colle en fait avec notre situation aussi dans le cas réel. C'est cette levure la responsable de l'altération. Mais qu'est-ce qu'on fait à présent? Donc l'idée c'était de pouvoir identifier les sources de contamination. D'où vient cette levure, sachant que des levures on en a déjà dans les matières premières, on en a potentiellement aussi dans l'environnement, parce qu'on n'est pas dans un environnement stérile. Donc comment on fait pour trouver en fait précisément cette levure? Donc on a développé une PCR tout simplement, et on s'est aussi intéressé à une technologie un petit peu différente de la PCR qui est classiquement utilisée, c'est la PCR lampe. Donc, pour vous donner un petit peu de détails sur cette méthode, donc en fait le protocole il est très simple, on a voulu faire le plus simple possible. Donc à partir d'un prélèvement en fait de surface. Donc, en fait il y a deux protocoles, mais j'illustre seulement le deuxième sur les surfaces, les échantillons de surface.
On fait un prélèvement, on extrait l'ADN. Donc ici, on a utilisé une petite puce microfluidique qui s'appelle Xtralyse, qui est faite par une start-up française. C'est pas nécessaire d'utiliser ça, mais ça nous a aidé à concentrer en fait la quantité d'ADN et à l'extraire de façon plus satisfaisante, on va dire. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir le faire pas forcément dans un laboratoire. C'est ça aussi le gros avantage de la PCR-lampe. Donc, on a exploré cette approche méthodologique. Il faut savoir que si on n'a pas accès à cette puce, c'est pas grave, on peut aussi faire une extraction d'ADN classique, il y a aucun souci. Et ensuite, donc on a développé une PCR, on a développé des amorces en fait pour cette PCR lampe. Qui sont directement spécifiques de Kazakhstania Barneti. Et on voit un exemple sur l'image ici. La lecture est très simple. Donc ici, on a un gradient de quantité d'ADN en fait dans les tubes. Et donc, quand c'est jaune, c'est positif. Quand c'est rose, c'est négatif. On a une lecture directe en fait dans le tube PCR. Et alors, pour bien comprendre, peut-être pour les non-spécialistes, là on est sur une PCR, donc je vois pas de thermocycleur, mais en revanche, donc quelque part c'est un gain en termes d'usage de praticité, mais toute la clé c'est quand même d'avoir développé évidemment ces amorces spécifiques. Voilà, en fait, la complexité réside surtout dans le design des amorces. Après, la lampe c'est une PCR qu'on appelle isothermale, donc on n'a pas besoin d'un thermocycleur en tant que tel, on a besoin d'une température constante. Donc il existe des incubateurs, des petits incubateurs qui assurent la température qui est nécessaire pour la réaction. Donc voilà comment ça se présente. Donc, en fait, bien sûr, avant de lancer les analyses avec cette PCR, on a fait quelques expériences de validation, parce que on l'a pas dit au tout début, mais l'Adria est un laboratoire expert en validation, donc ça faisait un peu partie de notre ADN, on va dire, pour faire un mauvais jeu de mots. Donc, on a testé différentes choses en fait par rapport à cette méthode et observé des différences de performance. On s'est intéressé par exemple à l'enrichissement. Donc, on a montré que en enrichissant notre produit, donc il y a un protocole qui est aussi dédié au produit en lui-même, on augmentait en fait le nombre de positifs et que un enrichissement de 24 heures vraisemblablement était suffisant. En tout cas, un enrichissement de doubler jusqu'à 48 heures n'était pas forcément nécessaire. Et bien sûr, tous les échantillons positifs donc tous les échantillons positifs sont restés positifs en fait avec l'enrichissement. On n'a pas une perte en fait de positivité. Donc ça, c'était important de le remontrer. On a aussi, bien sûr, testé ce qu'on appelle l'inclusivité et l'exclusivité de la méthode. Donc, c'est par rapport à sa spécificité, plutôt. Donc, il fallait bien sûr pas qu'une autre espèce de Kazakhstania soit détectée par la PCR. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fait assez classiquement quand on valide une méthode PCR. On a testé plusieurs espèces de levure et de moisissure. On a testé d'autres espèces du genre Kazakhstania, notamment, pour être sûr qu'il n'y avait pas de faux positifs, on va dire. Et puis, bien sûr, on a testé la PCR sur les différents isolats de Kazakhstania Barneti qu'on avait obtenus, qui sont en collection, ou qui étaient en collection à l'Adria déjà précédemment. Ce qui est intéressant quand on parle de nouvelles méthodes, c'est de questionner sa sensibilité. Nous, on l'évalue selon le standard qui est classiquement utilisé, qui est l'ISO 1640. Là, on a adapté un protocole qui vient de la 1640 partie 2, qui s'appelle la POD, en fait, Probability of Detection. Donc l'idée, c'est de baisser la quantité d'ADN cible jusqu'à obtenir une probabilité qui n'est pas toujours de 100% de détection, en quelque sorte, et donc de modéliser la quantité d'ADN qui donne un résultat positif à 50% de probabilité. Voilà. Donc c'est une façon de pouvoir comparer des méthodes. Voilà. Et donc, pour aller rapidement sur le résultat, donc cette méthode est tout à fait sensible, puisque sur des cultures pures, on a une POD 50 de 3 cellules par échantillon. Donc vraiment, je ne parle pas en UFC par gramme, mais vraiment en UFC par échantillon. Et sur des surfaces à 39
cellules sur un carré de 15 par 15, donc c'est moins d'une cellule par centimètre carré, si j'ai bien fait mon compte. En tout cas, ça reste une sensibilité tout à fait satisfaisante par rapport à la détection de ce contaminant dans l'usine. Alors, fort de ces résultats et de ce travail de développement de la méthode, j'imagine qu'une campagne a été engagée, une campagne d'analyse. Exactement. Donc ce qui a été fait ensuite, c'est justement de lancer une grande série d'analyses pour identifier les sources de contamination. Donc on a analysé des échantillons de l'environnement de production. Ici on a un résumé des 78 échantillons qui ont été analysés et on a trouvé une forte contamination par la levure Kazakhstana Barneti sur une machine en particulier. Et on a aussi analysé des échantillons de matières premières. Et là, on a retrouvé la levure surtout des bulbes, en fait, donc des oignons. Et puis, bien sûr, on l'a retrouvée dans certains lots de produits finis. Voilà. Donc c'était vraiment cette levure Kazakhstana Barneti qui a été retrouvée précisément dans ces échantillons. Voilà, là, vous avez identifié la niche d'implantation, la matière première. Donc voilà. Dès lors, quelles ont été les actions correctives mises en œuvre? Voilà. Donc en fait, la compréhension déjà qu'on en tire de tout ça, c'est que la levure est entrée sur le site de production via cette matière première, en particulier. Donc les oignons. Et la littérature scientifique montre que la contamination est assez naturelle, on va dire, sur ces produits. Le process n'est pas suffisant pour s'en débarrasser. Elle s'est installée dans l'usine et a créé cette niche en fait sur cette machine. Et donc parce qu'on peut imaginer qu'il y a eu des variations dans les approvisionnements, enfin je ne sais pas si c'est le cas, et pourtant la contamination persistait parce qu'il y avait eu cette implantation et ça troublait sans doute la compréhension de l'analyse. Et ce qui empêchait complètement la compréhension, voilà. Parce que des fois on pouvait changer l'approvisionnement et puis se retrouver avec quand même la contamination, et puis un lot qu'on pensait être pas bon, en fait finalement était bon, et c'est l'hétérogénéité aussi des contaminations. Donc la dernière étape, ça a été de tester des améliorations en fait du process pour se débarrasser complètement de la problématique. Donc il y a eu des essais qui ont été faits, par exemple avec du nettoyage vapeur en fait sur différents équipements. Donc ça, c'est des données qui ont été produites avec la méthode Kazakhstana Barneti, mais vraiment in situ, en fait, sur le terrain. Donc il n'y a pas de statistiques derrière, mais c'est pour montrer en fait la quantité d'échantillons positifs qui sont revenus en fait avant, après nettoyage et puis avec le nettoyage vapeur. Donc on a pu montrer avec cette méthode à l'industriel que son nettoyage vapeur était efficace, par exemple. Donc ça donne en fait un feedback très précieux par rapport à une situation où on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire. Et puis on a aussi testé du lavage en fait de ces bulbes avec différentes concentrations de vinaigre qui étaient compatibles en fait finalement avec la formulation, et donc il se trouve que là c'est de la même façon, on a pu quantifier en fait. Donc ça, c'est plutôt des données qui sont au laboratoire. Donc on a inoculé Kazakhstana Barneti directement dans les matrices, et en testant différents modes de lavage, on a pu ensuite dire à l'industriel, ben voilà, si vous lavez vos oignons de telle façon avec telle concentration, vous pouvez vous débarrasser de la levure en question. Donc c'est vraiment travailler sur son contaminant précis, quoi. En conclusion, Nicolas. En conclusion, donc voilà un peu le tableau. C'était pour illustrer la stratégie qui convient de mettre en place quand vous êtes face à une contamination, je dirais inconnue. Donc quand on a une contamination Listeria monocytogenes, il existe beaucoup d'outils, il existe beaucoup d'acteurs sur le marché. C'est très riche, et vous serez jamais perdu, vous serez jamais seul en fait face à une contamination pathogène, j'espère. Par contre, face à une contamination d'altération, là, on se retrouve tout de suite un petit peu sans outils. Et donc, c'est important d'avoir une approche en entonnoir, de commencer large, de n'oublier aucune source de contamination, et aussi d'avoir une méthode de détection adaptée. Et les fabricants de méthodes et les développeurs de méthodes font à raison du développement de méthodes sur les
sur les pathogènes en priorité, ce qui est normal, parce qu'il y a un enjeu fort aussi de santé, mais sur les altérations, il y a encore beaucoup d'espace pour développer des nouvelles méthodes, et la PCR LAMP notamment, peut répondre à des besoins de façon très rapide. Et oui, et sachant que la diversité aussi des micro-organismes impliqués peut être encore plus vaste, et donc ça implique effectivement encore plus le développement de méthodes à façon. C'est ça. Donc cette diversité peut vraiment être un frein. Et puis peut-être qu'on ne peut pas développer une méthode de novo pour n'importe quel contaminant, mais en tout cas à l'Adria, on peut se mettre sur le sujet et puis reproduire en fait cette stratégie qui a été mise en place là, qui est vraiment une success story, puisque la problématique de l'industriel a été maîtrisée en fait grâce à cette nouvelle méthode. Merci Nicolas, on peut l'applaudir pour cette présentation. Y a-t-il une question, une demande de précision ? Si pas de questions, j'en profite juste quand même pour signaler sur ce sujet des fleurs d'altération un colloque à venir, Nicolas. Spoiler Sin Food, c'est en juin 2025, je ne me trompe pas. C'est ça, j'avais mis une slide, mais il y a une slide, mais c'est pas grave. Ah d'accord. Donc pour information, pour ceux qui sont intéressés par les fleurs d'altération, l'Adria et le LUBEM organisent un colloque international à Quimper le 24, 25 et 26 juin. C'est bien ça. Contactez-moi ou contactez l'Adria pour en savoir plus. On pourra vous transmettre des informations. J'avais mis un petit QR code, mais il n'y a pas de souci. Et donc l'idée, c'est de mettre en relation des équipes de recherche internationales, des fabricants de méthodes, des gens qui ont des solutions techniques, et puis des industriels qui ont des problèmes, pour discuter de ces problématiques d'altération, créer de la synergie, parce que voilà, ce sont des sujets qui sont que trop peu travaillés. Eh bien, c'est noté, Nicolas. On aura noté 24, 25, 26 juin à Quimper. Encore merci. On peut applaudir Nicolas. Et on continue, cet après-midi avec, une intervention d'Elias Mezach, expert analytique et coordinateur projet R&D au sein du laboratoire Eurofins Authenticité des aliments. Vous pouvez l'applaudir. Merci, Elias, de me rejoindre. Vous assurez la coordination de SOS Analyse, c'est votre sujet du jour. L'idée, si j'ai bien compris, mais vous allez le développer, c'est de répondre à des demandes qui ne sont pas au catalogue, de faire tout simplement le travail de sélection des analyses qui pourraient répondre à cette problématique, voire du développement à façon. 3 laboratoires impliqués, vous allez nous préciser lesquels, et en tout cas c'est une démarche pleinement opérationnelle aujourd'hui. Allez, tout d'abord, à quel besoin répond cette offre, Elias ? Bonjour, merci. Cette offre est là pour remettre l'industriel au cœur de notre métier. Nous, laboratoire, on est là pour vous offrir des analyses. C'est ce qu'on fait classiquement. Chaque laboratoire a son catalogue d'analyses dans lesquelles vous pouvez aller piocher pour répondre à une question, que ce soit une question en nutrition ou en gestion de crise, en microbiologie par exemple. Là, l'idée, c'est d'aller dans l'autre sens. Vous avez un problème, et nous, on va essayer de trouver une solution, qu'elle existe actuellement ou pas. Et si elle n'existe pas, on va essayer de la développer avec vous. Donc, dans votre cadre à vous, et pour répondre à votre problème à vous. Donc, pourquoi on fait ça ? Le type de demande abordable, c'est celles qui sont non couvertes par toutes nos analyses de routine. Donc, vous avez l'habitude d'utiliser, de demander à vos laboratoires de faire une analyse de listeria dans tel élément. Mais par contre, vous avez un problème après cuisson, chose que le laboratoire ne fait pas, par exemple. Et typiquement, ça va être le genre de situation dans lequel on va intervenir. Toutes ces méthodes-là, aussi toutes les méthodes qui demandent une offre sur mesure. Vous souhaitez mettre en place plusieurs analyses à la suite, avoir un protocole spécialisé, parce que c'est comme ça que vous faites, vous, en interne. Et vous souhaitez qu'on vous accompagne dans la mise en place de ces méthodes-là. C'est aussi le cadre d'SOS Analyse. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est contacter Eurofins et vous mettre en relation avec des experts de différents laboratoires.
Notre but, c'est de pouvoir répondre à un maximum de questions. Parce que vos crises ne sont jamais des crises sur un domaine particulier. Personnellement, je suis un chimiste, je peux répondre à des questions de contamination chimique, par exemple. Mais je ne suis pas capable de répondre à une contamination microbiologique. La force de cette offre-là, c'est de pouvoir mettre en relation quelqu'un qui va être expert dans votre domaine. Ce qui est très important, on l'a beaucoup répété cet après-midi, la gestion d'une crise ou la gestion d'un problème, ça demande une expertise particulière qu'on veut vous mettre en place via cette offre SOS Analyse. Et on va le faire aussi dans un délai ultra court. L'idée, c'est de pouvoir répondre à des crises, de pouvoir être là quand vous avez besoin de nous. Là où un laboratoire habituellement a des délais plus classiques, là on va essayer de mettre en place tout ce qui est possible pour pouvoir répondre à votre demande. Alors pour bien comprendre cette offre, Elias, on va tâcher de l'illustrer par des exemples très concrets. Première illustration, un défaut d'odeur ou de goût. Exactement. Un défaut d'odeur, qu'est-ce que c'est? Vous ouvrez une bouteille quelconque, une bouteille de lait par exemple, vous sentez, et là d'un seul coup il y a une odeur particulière, une odeur de détergent par exemple. Donc c'est rapidement décelable, vous savez qu'il y a un problème, vous savez qu'il s'est passé quelque chose, vous ne savez pas ce que c'est en détail, c'est là qu'on va venir vous aider. Donc qu'est-ce qu'on fait en particulier? C'est qu'on va faire exactement ce que fait notre nez humain, c'est-à-dire venir capter les molécules responsables de ce défaut d'odeur, les analyser dans un spectromètre, puis les détecter avec un spectro de masse pour pouvoir les identifier. Une fois que cette identification est faite, on va venir interpréter le rapport complet avec toutes les molécules volatiles qu'on a pu détecter. Typiquement, une odeur de détergent, ça peut être une odeur qui vient de certaines molécules qu'on va retrouver dans les peaux d'orange, par exemple, dans les peaux de citrus. C'est typiquement un parfumant très commun des détergents. Et donc, du coup, ça va nous indiquer une source de contamination potentielle. C'est pas forcément la seule, mais ça nous indique une source de contamination potentielle. Une fois qu'on sait ça, on va travailler avec vous pour essayer de savoir d'où ça peut venir. Typiquement, un exemple très concret qu'on a eu avec un industriel, une odeur pareille de détergent, de chimique. On détecte la molécule de toluène. Donc, le toluène, c'est quand même une molécule CMR, donc mutagène reprotoxique. Eux, ce qu'ils ont pu découvrir, c'est qu'il y avait un bidon à côté de la zone de production qui contient cette molécule-là. Donc ils ont directement pu remonter à la source de la contamination et corriger le problème de leur côté. Donc typiquement, ça peut être un des problèmes auxquels on est capable de répondre. Donc, exactement ce que je viens d'expliquer. On observe, on va vérifier si on trouve des molécules qui sont spécifiques à un échantillon, à votre échantillon suspect, qu'on va comparer à un échantillon témoin pour savoir d'où vient la contamination. C'est pas le seul cas. On peut avoir un autre cas. Typiquement, on a vu Kersia cet après-midi, donc qui fabrique des détergents. C'est bien les détergents, ça permet d'éviter les contaminations microbiologiques, mais ça peut, dans certains cas, aussi créer des contaminations chimiques. Le problème des détergents, c'est que c'est des produits qui sont généralement très complexes, qui contiennent des molécules qui ne sont pas facilement analysables, telles quelles, et que souvent, beaucoup de laboratoires ont du mal à analyser. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une méthode qui ne va pas chercher une molécule en particulier, mais qui va aller chercher les molécules en général, les molécules organiques en général. Donc on va utiliser la technique de la RMN. La RMN, c'est comme l'IRM en médecine. C'est une imagerie, mais cette fois-ci, au lieu d'être une imagerie corporelle, ça va être une imagerie de votre échantillon. Et ce qu'on va aller chercher, c'est les signaux spécifiques d'un détergent, quel qu'il soit, dans votre échantillon potentiellement contaminé. Et donc, on va aller chercher typiquement ce que vous pouvez voir. On va avoir un échantillon suspect, celui qui est potentiellement contaminé, qu'on va comparer à un échantillon témoin. Donc, on va vraiment comparer leur empreinte digitale, moléculaire globalement. Donc, on va aller la comparer à un échantillon témoin et on va la comparer au détergent que vous savez utiliser sur votre usine. Et on va aller chercher un ou plusieurs signaux spécifiques de ce détergent dans l'échantillon suspect. La RMN n'est pas une méthode spécifique à une molécule particulière. Chaque signal n'est pas directement relié à une molécule, mais à un groupement de molécules. C'est pour ça qu'on a besoin d'analyser des témoins. Mais c'est extrêmement puissant, parce qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'on cherche.
On a juste besoin de tester, si vous utilisez 4 détergents, on va tester les 4 détergents. Et on va chercher les signaux spécifiques de ces 4 détergents, sans savoir quelle molécule à l'intérieur est à l'origine de la contamination. C'est pas très grave en soi. Ce qu'on veut savoir, c'est si votre échantillon est contaminé ou pas. Si on ne retrouve pas les signaux, on peut considérer que l'échantillon n'est pas contaminé. Donc c'est vraiment une méthode qui est indirecte. On va changer notre scope pour répondre à des problématiques qui sortent aussi du scope habituel de ce que vous pouvez voir. Encore, on en a aussi parlé tout à l'heure pour les retraits, les corps étrangers. Les corps étrangers, c'est quelque chose, une situation à laquelle tout industriel est un jour ou l'autre confronté. Et c'est pas forcément facile de savoir d'où vient ce corps étranger. Déjà, l'identification n'est pas forcément simple. Vous pouvez voir un petit morceau que vous pouvez prendre pour du plastique, qui est en réalité un morceau de verre qui ressemble à un morceau de plastique, ou alors quelque chose qui va ressembler à une algue, mais en réalité c'est plutôt de la cellulose. Et si vous vous trompez dans cette identification, vous risquez de rechercher des problèmes au mauvais endroit. Donc l'idée de l'identification de corps étranger, c'est celle-là. C'est d'aller identifier votre corps étranger pour avoir une idée de sa famille chimique, de sa composition, hein, globalement. On va aller le caractériser pour savoir d'où ça peut venir. Vous n'allez pas mettre en place la même détergence, par exemple, ou les mêmes solutions si vous avez une contamination par une algue ou si vous avez une contamination par un morceau de tissu. L'objectif ne va pas être le même. C'est typiquement un cas concret. Hein. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cumuler plusieurs méthodes d'analyse. Là, j'en présente 2, mais ce n'est pas les seules. Hein. On peut en cumuler d'autres. 2 microscopies, notamment de microscopie à balayage, qui va nous donner une idée de la composition atomique du contaminant, et de spectroscopie infrarouge qui va cette fois-ci nous donner une idée de la composition moléculaire. Et à partir de ça, on aura une idée grossière de ce qu'est le corps étranger, et à partir de là, on pourra continuer si on veut continuer de le caractériser, mais c'est pas forcément nécessaire. Une fois qu'on sait que le corps étranger c'est de la cellulose, on va aller chercher s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait tomber son t-shirt dans le réacteur, par exemple. Dans le cas de la spectroscopie infrarouge, il faut, j'imagine, avoir des bases de référence pour pouvoir identifier la nature de la matière organique identifiée. Oui, tout à fait. Beaucoup des méthodes que j'ai présentées ou que je présente là demandent des bases de données spécifiques, que ce soit en identification de molécules volatiles, par exemple, ou ici en spectroscopie infrarouge. Et c'est des choses qui sont accessibles soit publiquement, soit nous en interne, qu'on a pu développer en interne pour pouvoir faire des identifications un peu plus fines que simplement en regardant. Un spectre infrarouge, c'est un peu obscur à regarder. Par contre, on a des bases de données qui vont aller comparer les spectres infrarouges par rapport à des molécules qu'on connaît. Et on peut aussi aller analyser des standards qui permettent aussi de se dire, bah là, le spectre ressemble à notre standard, donc c'est que probablement il contient cette molécule-là. Ouais, c'est clair. Encore une fois, je vous ai dit plusieurs laboratoires, plusieurs types de méthodes. Là, j'ai parlé beaucoup de chimie, mais ce n'est pas la seule chose qu'on est capable de faire. La biologie moléculaire aussi peut être un sujet. Typiquement, c'est un exemple très concret que moi je trouve assez intéressant, même s'il ne s'applique pas forcément là, typiquement à des problèmes agroalimentaires, c'est typiquement une crise. L'exemple ici, c'est 2 assurances qui veulent savoir quel est le propriétaire d'une maison à qui appartiennent les racines dans un tuyau qui a créé un dégât des eaux. Donc vraiment, on a une crise, elle est déjà passée, on essaie de trouver qui est responsable. Donc c'est typiquement un cas dont on a parlé cet après-midi. Et bien cette fois-ci, on va aller faire de l'identification et du typage, du génotypage, pour aller essayer de rechercher, là encore par rapport à des bases de données, je viens d'en parler, on va aller faire le génotypage de notre racine pour essayer de savoir ce que ça peut être. Et là, typiquement, il s'est avéré que c'était du magnolia qui était sur la parcelle du voisin. Donc directement, les assurances ont pu savoir qui était responsable. Là, c'est un exemple très botanique, mais un autre exemple peut être les épices. Typiquement, il y a eu un gros travail de fait et qui est toujours d'actualité sur le piment d'Espelette, par exemple.
Piment d'Espelette, qui est une variété particulière de piment, qui en plus vient d'un endroit très particulier, et il est important de savoir le distinguer d'un piment espagnol d'une autre espèce. Et ben, c'est typiquement une des méthodes qu'on peut mettre en place pour vérifier donc l'origine végétale ou même animale. Et un dernier exemple, qui est la microbiologie. Donc je vous ai dit, je ne suis pas microbiologiste, mais je vais quand même en parler un petit peu, même si mes collègues sont aussi dans le public pour pouvoir, si vous avez des questions plus particulières. Mais la microbiologie, c'est un domaine assez cadré, avec des analyses qui sont très cadrées, qui vont, par exemple, se faire avant cuisson sur une pâte à pizza, par exemple. Mais vous avez peut-être besoin de savoir, après cuisson, s'il reste quelque chose. Et c'est pas forcément quelque chose qui est offert en routine par les laboratoires. Et ben, c'est typiquement quelque chose qu'on peut aller essayer de faire. Un autre exemple, ça pourrait être vous identifiez une tache qui est verte sur un de vos produits et vous vous demandez si c'est pas de la microbiologie. Ça peut être de la chimie aussi. Ça pourrait être un détergent dont on a parlé juste avant. Mais ça peut aussi être de la microbiologie. Et vous souhaitez aussi identifier la souche responsable pour pouvoir remonter à la source du problème. Faire ce dont parlaient mes confrères de Biomérieux tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qu'on est capable de faire. Et dans un exemple un peu plus R&D, donc moins dans la gestion de crise, plus dans la R&D, on peut aussi vous aider à faire de la déformulation de flore microbienne. Typiquement, vous souhaitez savoir pourquoi votre produit, votre flore microbienne, typiquement pour un yaourt, votre flore microbienne va donner une caractéristique à votre yaourt, et notamment une caractéristique organoleptique. Et vous souhaitez savoir quelle est la flore responsable de ces caractéristiques organoleptiques. Ben, c'est aussi quelque chose qu'on est capable de faire. Donc vous voyez, par rapport à ces différents exemples, c'est que des exemples en soi. On a une pléthore d'analyses qui sont possibles, qui sont actuellement utilisées dans un cadre très bien défini et qu'on souhaite mettre à disposition de vous, industriels, dans des cadres qui sont moins définis et beaucoup moins classiques, beaucoup moins routiniers. Et se remettre directement à votre contact, être là pour vous suivre vos demandes, vous aider à régler vos problèmes, étape par étape, tout cela en utilisant l'entièreté du réseau analytique que peut proposer Eurofins. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore et qu'on commence à mettre en œuvre pour pouvoir régler un certain nombre de crises qui, à une certaine époque, n'avaient pas pu être traitées. Et une fois que cette crise finit par arriver dans les médias, on en a parlé avant, c'est peut-être déjà trop tard. Donc ce genre de situation, il ne faut pas hésiter. Là vraiment, c'est une incitation à tout industriel. Il ne faut pas hésiter à contacter vos laboratoires partenaires parce que nous sommes là aussi pour vous aider à régler certains problèmes, voire même à les anticiper. Là, typiquement, ce dont je parlais en microbiologie. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de vous aider et soit à anticiper, soit à régler certains problèmes de production que vous pourriez avoir sur vos sites industriels. Et ce qui change dans votre organisation, c'est aussi la volonté de coordonner ces demandes. C'est-à-dire qu'il y a une entrée unique, en l'occurrence c'est vous, je pense. Ouais, en l'occurrence c'est moi. Voilà, c'est ça. Et charge à vous, effectivement, d'aller explorer les différentes possibilités. Exactement. Le but, c'est aussi de vous faciliter la vie. Quand vous êtes en crise, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est 4 interlocuteurs à qui vous allez devoir recommencer, réexpliquer et perdre de l'information aussi à chaque fois que vous allez changer d'interlocuteur. Le but, c'est d'avoir une entrée. En l'occurrence, ça va être moi ou un de mes collègues en microbio. Une entrée. Et ensuite, nous, notre travail, c'est de coordonner le process analytique, de coordonner les résultats et de vous aider à la suite de ces résultats. Typiquement, si vous avez un besoin de défense, entre guillemets, par rapport à un de vos fournisseurs, vous êtes en litige et vous souhaitez qu'on vienne vous aider, c'est aussi quelque chose qu'on est en mesure d'offrir. Donc c'est vraiment une offre à façon par rapport avec un interlocuteur et une offre sur mesure. Vraiment, on va vous suivre et on va vous aider à régler le problème auquel vous faites face. Pardon. Alors, et pour conclure, le mot de la fin, Elias, très court. Vous avez une dernière slide. Ouais. Très court, parce que ça, sur le coup, c'est quelque chose de très particulier qui sort un peu du cadre de l'analyse et notamment de la crise, de la gestion de crise. C'est la R&D externalisée. Typiquement, je vous ai montré un parc analytique très grand, très large, très varié.
Et ça peut être quelque chose que vous souhaiteriez utiliser aussi. Et c'est quelque chose qu'on est aussi en mesure d'offrir. Typiquement en faisant de la R&D pour vous. Donc on va aller, là j'avais pris un exemple, c'est un exemple très concret d'un fabricant de shampoing sec qui voulait notamment détecter la présence de benzène dans son produit. C'est quelque chose que personne ne faisait, notamment pas sur du shampoing sec, du shampoing à vaporiser. Donc on a créé la méthode ex nihilo. Et ensuite, on a analysé ces produits. Donc c'est vraiment si par exemple vous avez une demande particulière, mais qui rentre pas forcément dans le cadre d'une crise, hein, mais une demande, vous souhaiteriez créer un nouveau produit, il n'y a pas de méthode d'analyse qui permette d'analyser vos produits, et ben c'est aussi quelque chose sur lequel on peut vous accompagner. C'est très clair, Elias. Merci. On peut l'applaudir pour la présentation de cette nouvelle approche. On a du coup, l'opportunité de conclure cette séquence. J'ai le plaisir d'inviter Benoît Assemat à me rejoindre, inspecteur général de santé publique vétérinaire au sein du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Vous pouvez, Benoît, nous donner des éléments effectivement pour conclure et ouvrir, sachant que vous appuyez sur une expérience d'une 20aine d'années, notamment en tant que directeur de plusieurs services vétérinaires dans les Vosges, en Aveyron et en Corrèze. Actuellement, au sein du CGAAER, que l'on qualifie parfois de cabinet de consultants internes, vous êtes rattaché au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Charge à vous d'expertiser des sujets. Vous animez un groupe de travail sur les qualités de l'alimentation au sens sain et durable. Vous avez notamment produit un rapport sur les scores alimentaires. Alors aujourd'hui, le sujet, ce sont les crises sanitaires. Quels enseignements peut-on tirer de ce qu'on a vécu ces dernières années, Benoît ? Je dirais que j'ai été frappé par le fait qu'on a beaucoup parlé de l'hystéria. Et l'hystéria, c'est pas un sujet récent. J'ai commencé ma carrière dans les années 80 et c'était parmi les premières crises alimentaires que j'ai eu à traiter. Pour répondre à votre question, je pense qu'il faut revenir un peu en arrière. Oui. Si on remonte aux années 90, on a eu affaire à de très nombreuses crises sanitaires. Peut-être que certains l'ont oublié dans la salle, mais je viens de parler de l'hystéria, les dioxines, la crise de la vache folle. Il y a eu de très grandes crises sanitaires qui avaient conduit au tout début des années 2000 à revoir tout le dispositif de contrôle de la sécurité sanitaire, à en reconnaître par exemple la responsabilité première des professionnels, à agir tout au long de la chaîne alimentaire et non pas de façon segmentée, à séparer l'évaluation du risque de la gestion des risques pour ce qui concerne les autorités administratives. Et donc ça a été un changement très important. Mais on avait affaire à ce moment-là, il me semble, à des crises qui étaient principalement sanitaires. Elles étaient très grosses, mais elles étaient principalement sanitaires. Et ce que nous avons vu depuis le début des années 2000, et d'ailleurs, c'est Stéphanie Perrault qui a reparlé de la crise mélamine, c'est 2008, ça fait presque 20 ans maintenant, ouais, 15 ans, mais il y en a eu bien d'autres. Hein. Elle a cité la viande de cheval, elle a cité Salmonella agonam, on aurait pu citer aussi la présence de fipronil dans les œufs, qui était à peu près la même année aussi en 2017. Et il me semble qu'on a changé, les crises se sont complexifiées et il me semble que désormais on a affaire de plus en plus souvent à des crises que je qualifie d'hybrides. Hybrides au sens où elles combinent une partie d'enjeux sanitaires mais qu'elles peuvent être liées aussi à un enjeu de fraude. Et d'ailleurs, on a pas mal parlé cet après-midi de fraude. Ouais. Et c'est ça, il me semble, qui est la nouveauté des 10-15 dernières années. Peut-être pour être plus précis et plus clair, lorsqu'il y a, par exemple, la crise de la viande de cheval, c'est bien une fraude, le fait de faire passer du minerai de cheval de le vendre comme du minerai de bœuf, c'est ça qui déclenche. Et derrière, on ne sait pas trop s'il y a des enjeux sanitaires ou pas, parce que si on a mal organisé, si on ne sait pas quelles sont les matières premières qui rentrent dans la chaîne de fabrication, on ne peut pas vraiment, évidemment, garantir la sécurité sanitaire. Et quand il y a la présence de fipronil dans les œufs, on découvre de façon tout à fait
inédite, la présence de cette molécule, et personne ne comprend d'où elle vient, parce que le fipronil est interdit pour traiter une maladie importante des poules pondeuses, et qui est la présence de poux rouges qui se développent dans les poulaillers. Et on ne comprend pas pourquoi il y a du fipronil. Et on comprend après, lorsqu'on déroule le fil, que des produits interdits ont été utilisés en Belgique, aux Pays-Bas, un tout petit peu en France, mais ça avait moins touché la France finalement. Et c'était bien la présence tout à fait anormal de ce produit pharmaceutique, le fipronil, qui a révélé une fraude à très grande échelle dans le traitement des poulaillers par les vétérinaires, ou d'ailleurs pas par les vétérinaires, mais par les firmes plutôt, qui s'occupaient de ces élevages d'œufs. Donc ce que j'appelle cette crise hybride qui mêle fraude et enjeux sanitaires me semble être ce qui détermine la période d'aujourd'hui. Et l'exemple de Salmonella agona, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, c'est un peu d'une autre nature, mais il y avait là, et depuis longtemps d'ailleurs, une forme de dilution des responsabilités, d'éclatement des compétences entre plusieurs administrations de contrôle. Par exemple, la Direction générale de l'alimentation, qui est la direction du ministère de l'Agriculture, avait en charge à ce moment-là les agréments sanitaires des usines qui fabriquaient de la poudre de lait, mais l'alimentation infantile relevait d'une réglementation particulière qui était placée dans le champ de compétences de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'un autre ministère, celui de l'économie et des finances. Et donc quand les services de contrôle aller dans ces usines-là, eh bien, il y avait une confusion qui a causé de très sérieux problèmes dans le cas de Salmonella agona, puisque l'un pouvait croire que l'autre s'en occupait et vice-versa. Oui. Parce que si c'est dilué, la compétence, la responsabilité, eh bien, elle est mal assurée. Ça a été réglé, puisque il y a 3 ans maintenant, en 2022, ça fera bientôt 3 ans, la décision a été prise en France de créer une police unique, une police sanitaire unique de la chaîne alimentaire, et de confier tous les enjeux sanitaires au service du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, de la Direction générale de l'Alimentation. Alors, exactement. Pour autant, la complexité des flux logistiques, c'est ce qui est un peu le grand public, mais parfois aussi les professionnels l'ont découvert à travers la crise du Horse-Gate, et puis des fraudes qui sont parfois difficiles à concevoir parce qu'inimaginables tant il y a d'interactions entre différents maillons. Ça, est-ce que véritablement ça a été réglé? Quelles décisions ont été prises pour répondre à cette situation? C'est d'abord un sujet, je crois, qui est très présent, mais je crains qu'il le soit de plus en plus dans les années qui viennent. Parce que la course au prix bas se comprend, puisqu'il y a une concurrence importante, et c'est normal, dans le secteur industriel, dans la distribution, et pour aller vers les prix les plus attractifs pour le consommateur. Mais cette course au prix bas, elle porte en elle-même le germe de risques tout à fait particuliers. Si on demande chaque fois à son fournisseur de baisser le prix, il peut le faire au début sur la même qualité de matière première. Au bout d'un moment, il dit ah ben non, là je peux pas vendre à 3 € quelque chose qui vaut 4 € le kilo. Et à ce moment-là, il va y avoir d'autres intermédiaires qui vont intervenir et qui être capables de dire « Ah, mais moi, je peux le vendre ça à 3 € et même à 2,50 €. » Sauf qu'au bout du compte, c'est pas le même produit, c'est pas la même matière première qui sera achetée par l'industriel. Et tout cela, c'est pas super clair, c'est pas toujours très net. Ce qui est fait pour cela, eh bien, l'Europe a mis en place un règlement qui me semble particulièrement bien pensé et qui s'applique depuis 2019, il y a 5 ans maintenant, qui est le règlement sur les contrôles officiels. Suite au sujet dont on vient de parler, et je pense que la crise de la viande de cheval a joué beaucoup dans ce nouveau texte sur les contrôles officiels, eh bien, il est dit clairement que les contrôles officiels doivent prendre en charge l'ensemble des enjeux sanitaires, mais des enjeux aussi de loyauté, des enjeux qu'on appelle de lutte contre la répression des fraudes et de pratiques déloyales, etc. Et le contrôle officiel lui-même, il doit viser les deux. Et en France, pour le faire, on s'appuie pour le moment sur 2 administrations différentes. Celle qui est en charge le sanitaire, je le disais tout à l'heure, c'est la Direction générale de l'alimentation. Celle qui est en charge les enjeux de loyauté des transactions, de lutter contre d'éventuelles fraudes, c'est la DGCCRF du ministère de l'économie et des finances. Les 2 travaillent dans les mêmes directions au niveau départemental, les directions en charge de la protection des populations, qui regroupent les 2 agents des 2 ministères. Et donc le texte européen dit que soit il y a une seule autorité,
pour contrôler l'ensemble, soit il y a plusieurs autorités compétentes, et dans ce cas-là, il faut organiser, disons, une coordination, une coopération très étroite entre les différentes autorités compétentes de contrôle. Et c'est ça le défi que l'on a devant nous, parce que ce sont deux ministères différents, ce sont deux administrations différentes à Paris. Au niveau régional, ce sont aussi des services différents. Il n'y a que dans les départements, dans les DDPP, les directions en charge de la protection des populations, que les personnes travaillent ensemble, et parfois d'ailleurs dans des services différents. Et donc c'est le défi, je crois, que nous devons relever. Les textes sont prêts, tout est prêt, il suffit juste de renforcer cette coordination, cette coopération sur les sujets sanitaires et sur les sujets de fraude. Tout à l'heure, j'étais frappé sur les compléments alimentaires. Par exemple, oui. C'était marqué comme le deuxième sujet après les fruits et légumes en termes d'alerte au niveau du RASF. Alors c'était sur les fraudes de mémoire, hein, c'est bien ça. Ouais. Du réseau européen de fraude, sur le réseau européen de fraude. Eh bien là, on a là un sujet, les compléments alimentaires, qui est un secteur qui est en pleine émergence et qui montre que certes, il faut garantir la sécurité sanitaire de ce qui est vendu aux consommateurs sous forme de compléments alimentaires, mais il faut aussi s'intéresser à des sujets qui sont différents. Quel est le principe actif, quelle est la matière qui est avancée, quelles sont les allégations nutritionnelles qui sont mises en avant. Bref, on a là un secteur avec les compléments alimentaires où les sujets sanitaires sont étroitement liés au sujet de loyauté des transactions, de confiance aussi du consommateur à l'égard de ce qu'il achète. Et donc il faut lier les deux, c'est impératif. Benoît, vous avez bien exprimé le défi, notamment à l'échelle nationale, mais le défi il est aussi à l'échelle européenne et même internationale. Le Herzgate, le Fipronil ont mis à rude épreuve les collaborations entre autorités de contrôle nationales. Le règlement contrôle officiel de 2017, opérationnel, enfin exécuté depuis 2019, a aussi amélioré les choses, mais est-ce que véritablement ça a progressé ou est-ce qu'on est encore loin d'être dans une situation idéale ? Vous savez, oui, tout progresse. Ces textes montrent un très grand progrès dans la façon de penser les choses. Savoir si ça progresse sur le terrain. J'étais surpris tout à l'heure de voir que les listeria avaient augmenté de 18%. Alors que, il y a 10, 20, 30 ans, c'est les chiffres que j'avais gardés en tête, on avait à peu près divisé par 3 l'impact des listeria, au moins sur les cas humains, qui étaient passés, qui avait été à peu près divisé par 3 entre les années 80 et les années 2000-2010. Donc voir que les choses se dégradent m'a intrigué tout à l'heure. Mais non, je crois que tout le monde doit faire des efforts. La complexification des chaînes de production, des fournisseurs, la complexification à tous les niveaux de nos dispositifs font que faut toujours être vigilant. Et il faut jamais tenir pour acquis, ça a été dit tout à l'heure, ce qui était vrai hier. Il faut toujours rester vigilant. Mais je crois que ça s'applique aussi aux industries agroalimentaires, puisque je suis pas sûr, vous allez peut-être me contredire, mais que ceux qui s'occupent les responsables d'assurance qualité, dont on a parlé tout à l'heure, ils ont un rôle majeur sur la qualité des produits, mais est-ce que leur rôle est plein et entier sur ce qui concerne la nature des matières premières qui sont achetées? C'est pas si sûr que ça. Quand dans une trémie, on met des blocs congelés de minerais, de bœuf par exemple. Si on ne regarde pas précisément ce dont il s'agit dans ce minerai, si on regarde les documents qui accompagnent ce minerai, mais s'il y a eu une fraude en amont, lorsque le minerai a été fabriqué ou a fait l'objet d'une fraude, le minerai c'était l'affaire de la viande de cheval aussi, voilà. Rien ne ressemble plus à un parallélépipède rose qu'un autre parallélépipède rose qui est à moins 20 degrés et qu'on met dans une trémie. Et donc voilà, tout peut être un sujet de se réinterroger. C'était le cas aussi sur le sucre, je crois, à certains moments. Si on veut acheter du sucre de moins en moins cher, on peut tomber sur quelqu'un qui va vendre du sucre, mais ce sucre, s'il est issu de l'industrie pharmaceutique, qui était issu pour des projets statifs, enfin pour faire quelque chose, on a des choses qu'on peine à imaginer, que du sucre issu de l'industrie pharmaceutique, contaminé par des médicaments, puisse, par je ne sais quel canal, revenir dans la chaîne alimentaire. Parce qu'évidemment, il n'est pas fait pour ça. Ce sucre, c'était un déchet, je suppose, pour l'industrie pharmaceutique. Donc, il y a un nombre considérable de failles, de faiblesses, et pour le consommateur, chaque fois qu'il y a le sentiment que la confiance est abîmée à l'égard des aliments que l'on consomme, eh bien je pense que c'est
c'est une truisme, ce que je dis, c'est une évidence, c'est très négatif pour tout le monde. Et la confiance, c'est un bien majeur. Pour garantir la confiance du consommateur, je crois qu'il faut lier désormais les sujets sanitaires au sujet de fraude. Mais l'après-midi l'a bien montré. À plusieurs reprises, ce point-là a été rappelé. Merci Benoît, on peut l'applaudir pour cette conclusion liée les problématiques sanitaires aux problématiques de fraude. Merci de votre attention, c'est terminé pour aujourd'hui. À très vite dans les allées du salon et demain matin, c'est la matinée emballage dans l'espace conférence. À bientôt.